Le vertige s'empare de moi. L'écran de mon téléphone se trouble. Une autre contraction, forte, brutale. 32 semaines. Le bébé n'est pas censé arriver avant 2 mois. J'ai tout suivi à la lettre, chaque symptôme, chaque petite douleur, avec la précision obsessionnelle d'une pendule détraquée. Et Julien? Où est Julien? Encore au bureau. La 7e nuit de suite, si ma mémoire ne me trompe pas. La douleur m'arrache le souffle cette fois. Je baisse les yeux. Du sang. Trop de sang. Une marée écarlate qui macule ma robe de grossesse blanche et s'étale sur le parquet ciré de notre appartement parisien. La panique me serre la gorge. Une griffe froide qui remonte de mes entrailles. Mes doigts, tremblants et déjà poisseux, attrapent le téléphone. Je tape frénétiquement le contact. Julien, mon âme sœur. Un ancien nom, une relique d'une époque où je croyais encore à ce genre de choses. Maintenant, ça sonne comme une cruelle plaisanterie. Urgence, travail, saignement. Hôpital maintenant, s'il te plaît. J'envoie le message et me replie sur moi-même. Une vague de douleur encore plus violentement portant. 7 mois. 7 mois que je porte notre enfant. 7 mois de Julien et de ses épaules froides, de ses commentaires acerbes, de ses retours tardifs avec cette odeur de parfum qui n'était jamais la mienne. 7 mois à me demander si j'avais commis la plus terrible des erreurs en le choisissant. Le téléphone vibre. C'est rapide. Un éclair d'espoir, fugace, stupide. Sérieusement, il est 23 heures. J'ai le client Dubois à 8 heures. Appelle une ambulance. Je cligne des yeux, ma vision trouble par la douleur et les larmes naissantes. C'était brutal, même pour Julien. Pas une once d'inquiétude, pas une once de peur, juste l'agacement, le dérangement. Peut-être que s'il comprenait l'urgence absolue, je suis en train de mourir. Le bébé, s'il te plaît, viens. Je regarde les 3 points apparaître, disparaître, puis réapparaître. Longtemps, trop longtemps. Tu es toujours si dramatique avec ces histoires de grossesse. Gère ça, c'est à ça que servent les ambulances. Il se déconnecte, je fixe le message. Quelque chose se brise en moi. Pas mon cœur, ça. C'était déjà fait il y a des mois. Quelque chose de plus profond, mon dernier fragment d'espoir, la certitude absurde qu'il serait là quand ça compterait vraiment. Une autre contraction. Plus forte. Je hurle. Mon téléphone s'échappe de ma main, atterrit avec un claquement étouffé sur le sol mouillé. Il faut que je me relève. Vite. Le bébé, il ne bouge plus comme il faut. Trop de sang. Je vais mourir ici sur ce parquet froid. Mon bébé va mourir. Et Julien est en train de préparer une réunion. Le numéro d'urgence de mon obstétricien, le docteur Sophie Dubois. Je l'avais programmé il y a des mois, justement pour ce genre de scénario catastrophe. Je ramasse mon téléphone, mes doigts ensanglantés glissent sur l'écran. La douleur est un filtre. Les larmes brouillent tout. Mes contacts. Je cherche frénétiquement. Sophie Dubois. Je tape. Non, je ne peux pas taper. La voix. Au secours, accouchement, hémorragie, appartement 7C, je meurs, s'il vous plaît. Le téléphone me glisse des mains à nouveau. Je m'effondre contre l'îlot de cuisine, glissant lentement jusqu'au carreau froid. C'est la fin. Je vais mourir. Mon bébé. La pièce vacille. L'obscurité se referme sur les bords de mon champ de vision. Et puis, un bruit d'explosion. La porte de mon appartement, pulvérisée. Le bois éclate en éclats. Le verrou arraché. Des pas lourds, précipités. Plusieurs personnes. Une voix grave, autoritaire. Où est-elle? J'essaie de lever la tête. Impossible. Trop faible. Les pas me trouvent. Un homme s'agenouille près de moi. J'entrevois un costume anthracite coûteux. Des épaules larges. Une mâchoire forte. Mon Dieu. Sa main cherche mon cou, vérifie mon pouls. Elle est en hémorragie. Préparez le transport. Maintenant. 2 personnes en un uniforme de secouriste se précipitent, leurs sacs médicaux déjà ouverts.
Le visage de l'homme apparaît dans mon champ de vision. Fin de la trentaine, cheveux sombres parsemés d'argent aux tempes, des traits ciselés, des yeux qui flamment d'une intensité, et d'autres choses, une reconnaissance. Je suis Pierre Quin, dit-il, sa voix étonnamment douce, mais d'une autorité absolue. Vous m'avez appelé, je suis là, vous allez vous en sortir. Mon cerveau, engourdi par la douleur, peine à faire le lien. Quin? J'avais appelé le docteur Sophie Dubois, mon gynécologue, mais c'était un homme et il avait dit Pierre. C'était une erreur. Mauvais numéro. Je parviens à haleter. Propriétaire de l'immeuble, dit l'un des secouristes en vérifiant mes signes vitaux. Le contact indique Pierre Quin, propriétaire de l'immeuble. Les yeux de Pierre s'écarquillent un instant, puis sa mâchoire se crispe d'une détermination farouche. Peu importe, ce qui compte, c'est que je suis là et elle aura besoin d'un hôpital, maintenant. Il regarde les secouristes. C'est grave. Décollement placentaire, souffrance fœtale, hémorragie massive. Il faut la bouger. Pierre n'hésite pas. Il glisse ses bras sous moi, oui, l'un sous mes genoux, l'autre derrière mon dos, et me soulève comme si je ne pesais rien. Mon bébé, je murmure, ma main se posant sur mon ventre maintenant vide. S'il vous plaît, mon bébé. Ses yeux rencontrent les miens. Je vois une flamme féroce, protectrice. Je vous sauverai tous les deux, je le promets. Il me porte vers la porte, ses secouristes à nos côtés. Ma vision tangue, ma conscience s'estompe. Votre compagnon? Demande Pierre. Où est-il? Travaille tard, je souffle, toujours en train de travailler tard. L'expression de Pierre s'assombrit, dangereuse, mais sa prise reste douce. Alors, c'est un idiot. Nous atteignons l'ascenseur privé de Pierre, je réalise confusément. Celui qui mène à l'attique. J'ai vécu 2 ans dans cet immeuble sans jamais l'apercevoir. Je savais juste qu'il existait. Le mystérieux propriétaire riche qui avait laissé sa carte quand j'avais signé le bail. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi directement. J'avais enregistré le numéro, sans jamais l'appeler, jusqu'à cette nuit, par accident. Restez avec moi, ordonne Pierre tandis que nous descendons. Continuez à respirer. Continuez à vous battre. Votre bébé a besoin que vous vous battiez. Je ne vous connais pas, je murmure. Vous n'avez pas besoin. Je suis là. C'est ce qui compte. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur un garage souterrain. Un SUV noir attend, moteur en marche, portes arrières ouvertes. Plus de monde en tenue médicale. Pierre me dépose sur un brancard. Les secouristes m'envahissent. Perfusion, masque à oxygène, moniteur qui bip de manière urgente. À travers tout cela, Pierre reste. Sa main trouve la mienne. « Je vous tiens », dit-il à nouveau. « Vous n'êtes pas seul. J'aurais voulu demander pourquoi. Pourquoi cet inconnu restait-il? Pourquoi se souciait-il? Pourquoi sa voix me faisait-elle me sentir plus en sécurité que Julien ne l'avait jamais fait? Mais l'obscurité me tire vers le fond tandis que le véhicule s'élance. Ma dernière pensée consciente, j'ai envoyé le mauvais numéro. Quelques heures plus tard, je me réveille au son des machines et des lumières fluorescentes. L'hôpital. Je suis vivante, mes mains volent vers mon ventre. Plat, vide. La panique me saisit. Votre fille est en néonatologie. C'est la voix de Pierre. Il est assis dans un fauteuil à côté de mon lit, toujours dans ce costume coûteux, maintenant froissé et taché de mon sang. Ses yeux sont rougis par l'épuisement. Elle est petite, 1,7 kg, mais elle respire, elle se bat comme sa mère. Les larmes inondent mes yeux. Elle est vivante. Oui, grâce à vous. Vous avez tenu assez longtemps pour la faire arriver ici. Pierre se penche en avant. Le médecin a dit que 10 minutes de plus et vous auriez toutes les deux disparu. 10 minutes, le temps qu'aurait pris une ambulance après mon appel. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Je demande, ma voix éraillée. 6 heures, pendant votre opération, la césarienne, les complications après.
Il le dit comme si c'était évident, comme s'il n'y avait nulle part ailleurs où il devait être. Vous ne me connaissez même pas. L'expression de Pierre change, devient indéchiffrable. En fait, il marque une pause, ses yeux scrutant mon visage. Votre appartement, j'y suis déjà allé, n'est-ce pas? Mon souffle se coupe. Vous possédez l'immeuble, peut-être lors d'une inspection. Mais les yeux de Pierre sont devenus lointains, comme s'il cherchait un souvenir hors de portée. Il y a 7 mois, dit-il lentement, quelque chose s'est passé, quelque chose dont vous ne vous souvenez pas clairement. La température de la pièce semble chuter parce que oui, il y a 7 mois, quelque chose s'était passé. Quelque chose pour lequel Julien m'avait donné des pilules. Quelque chose qui m'avait laissé des lacunes dans ma mémoire et une grossesse que je n'avais pas prévue et un compagnon devenu vicieux du jour au lendemain. Comment? Je murmure. Êtes-vous au courant de ça? La porte s'ouvre brusquement. Julien est là, costume impeccable, cheveux coiffés à la perfection, téléphone à la main, ses yeux balaient la pièce. Moi dans le lit d'hôpital, Pierre dans le fauteuil, les heures de veille évidentes. Qu'est-ce que se passe ici, bon sang? La voix de Julien est glaciale. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous dans la chambre d'hôpital de ma compagne? Pierre se lève lentement, délibérément. À sa pleine hauteur, il me dépasse de quelques centimètres. Sa présence emplit la pièce. « Je suis Pierre Quin », dit-il, sa voix dangereusement calme. « Je suis celui qui a sauvé la vie de votre compagne quand vous étiez trop occupé par une réunion client pour répondre à son appel d'urgence. » Le visage de Julien devient rouge. « Elle vous a envoyé un message. Laissez un autre alpha la toucher. » « Elle m'a envoyé un message par erreur, » dit Pierre, son ton tranchant comme une lame. « Elle essayait de joindre son médecin, mais je suis arrivé en 4 minutes. Où étiez-vous? » Les deux hommes se font face. L'air crépite de tension. Et moi, allongé dans ce lit d'hôpital, je comprends soudain. J'ai envoyé le mauvais numéro, mais d'une manière impossible. J'avais composé exactement le bon. Mon téléphone, revenu avec mes affaires, repose sur la table de chevet. Je le prends de mes mains tremblantes, fais défiler mes contacts. Le voilà, l'erreur catastrophique. Juste au-dessus de Dark Sophie Dubois, gynéco, il y a Pierre Quin, propriétaire immeuble. Un contact de différence, un tapotement paniqué, un doigt glissant sur le mauvais nom. Oh mon Dieu, je souffle. L'attention de Julien se tourne vers moi. Quoi? Mais les yeux de Pierre sont toujours fixés sur moi, intenses et omniscients. Et quelque part en néonatologie, une petite fille prématurée dont la paternité allait bouleverser nos vies se battait pour chaque souffle. Parce que 7 mois plus tôt, quelque chose s'était passé. Quelque chose que Julien avait orchestré. Quelque chose dont Pierre commençait à se souvenir. Et la vérité allait tout détruire. Le silence dans la chambre d'hôpital est étouffant. Julien regarde Pierre comme s'il voulait lui arracher la gorge. Pierre le regarde en retour, impassible, sa posture détendue mais prête à tout. Je sens la tension crépiter entre eux comme un fil électrique sous tension. J'ai posé une question, dit Julien, sa voix tombant à un niveau dangereux. Que faites-vous dans la chambre de ma compagne? Je lui ai sauvé la vie, répond Pierre, son ton presque décontracté, presque ennuyé, pendant que vous ignoriez ses appels d'urgence. Le visage de Julien s'empourpre. Je n'ai rien ignoré. J'étais en réunion. Je suis venu dès que j'ai pu. 6 heures plus tard, Pierre consulte sa montre. L'appel d'urgence a eu lieu à 23 heures. Il est maintenant 5 heures du matin. C'est une sacrée réunion. Comment osez-vous, messieurs? Une infirmière apparaît dans l'embrasure de la porte, expression sévère. C'est une salle de réveil. Si vous ne pouvez pas baisser la voix, je demanderai à la sécurité de vous faire sortir tous les deux. Julien lisse immédiatement ses traits, se transformant en un compagnon inquiet. Bien sûr, je suis désolé. Je suis juste inquiet pour ma compagne et notre bébé. L'expression de l'infirmière s'adoucit. Votre fille est stable en néonatologie.
Vous pourrez la visiter dans 1 heure, au moment des visites du matin. Elle regarde Pierre. Vous êtes de la famille? Non, dis-je avant que Pierre ne puisse répondre. Ma voix est rauque d'avoir crié pendant l'opération. C'est celui qui m'a amené ici. L'infirmière hoche la tête. Les heures de visite commencent à 8 heures pour les non-membres de la famille. J'ai bien peur que vous deviez partir bientôt, Monsieur King. Pierre King. Il sort une carte de visite et la tend à l'infirmière. Je possède l'immeuble où habite Madame Hart. Elle m'a appelé pendant son urgence. J'ai fait venir mon équipe médicale privée. Les sourcils de l'infirmière se haussent. Je vois. Eh bien, merci pour votre réponse rapide. Cela a probablement sauvé leurs 2 vies. Elle se tourne vers moi. Vous avez besoin de repos. Le docteur passera vers 7 heures pour vous examiner. Elle s'en va. Dès que la porte se referme, Julien se penche sur mon lit. Bébé, mon Dieu, j'ai eu tellement peur quand l'hôpital m'a enfin appelé. Tu vas bien? Le bébé va bien? Sa main cherche la mienne. Je la retire. Ne me touche pas. Julien se fige. Quoi? Tu m'as dit de me débrouiller seul. Ma voix tremble, non pas de larmes, mais de rage. Je me vidais de mon sang sur le sol de notre cuisine, et tu m'as dit d'appeler une ambulance parce que tu avais une réunion. Je ne comprenais pas à quel point c'était grave. Je t'ai dit que j'étais en train de mourir. Je t'ai dit que le bébé était en détresse. Tu as dit que j'étais dramatique. Julien jette un coup d'œil à Pierre, puis me regarde à nouveau. Peut-on en discuter en privé? Non. Mes mains se serrent dans les draps de l'hôpital. Tu n'auras pas de vie privée. Tu n'auras pas le bénéfice du doute. Tu auras la vérité. Tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Encore. La voix de Julien s'aiguise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je le regarde. Vraiment. Les 7 mois de cruauté se cristallisent soudainement. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois. Ma gorge se serre, mais je continue. 7 mois où tu m'as traité de dégoûtante, refusé de venir au rendez-vous, traîné dehors tard, rentré avec cette odeur de parfum, me faisant sentir que ce bébé était mon fardeau seul. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Ma voix se fissure. Presque mourir parce que mon compagnon n'a pas pu se donner la peine de répondre à un appel d'urgence. Tu sais qui m'a tenu la main pendant l'opération? Qui est resté pendant qu'il découpait notre bébé de moi? Qui était là quand elle a pris son premier souffle? Les yeux de Julien se posent sur Pierre, froid, le calculant. Je termine. Un inconnu s'est plus soucié de notre fille en 4 heures que toi en 7 mois. Les mots restent suspendus dans l'air. Julien est silencieux un long moment. Puis son expression change. Le masque du compagnon inquiet glisse. Quelque chose de plus froid prend sa place. Notre fille, sa voix devient plate. Vraiment. La pièce se tait. Mon souffle se coupe. Qu'est-ce que tu viens de dire? La chronologie, Marie. Julien croise les bras. Je vois quelque chose se déclencher derrière ses yeux. Un calcul, une supposition. Tu es tombée enceinte il y a 7 mois. Nous n'avions pas eu de relations sexuelles depuis des semaines avant ça, peut-être des mois. J'ouvre la bouche, la referme. Il a raison. J'avais essayé de me souvenir du moment exact, et il n'y avait rien. Juste un trou. Un étrange trou flou que Julien avait rempli pour moi. Pierre déplace son poids. Je vois sa mâchoire se crisper. Il y avait la clinique, je murmure. Le souvenir refait surface comme quelque chose tiré des profondeurs de l'eau. Quand tu m'as donné ces suppresseurs, tu as dit que le docteur les avait prescrits. Ai-je dit ça? Le sourire de Julien est cruel. Es-tu sûr que c'est ce que j'ai dit? Mon esprit s'emballe en arrière. Avait-il dit suppresseur ou l'avais-je simplement supposé? La bouteille n'était pas marquée. Il me l'avait tendue avec un regard à peine. Qu'insinuez-vous? La voix de Pierre fend l'air comme une lame. Julien se tourne vers lui avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. J'insinue que ma compagne a un vide très commode dans sa mémoire il y a 7 mois, et maintenant il y a un bébé qui pourrait ne pas être le mien.
Et vous, Monsieur Kane, vous semblez terriblement investi dans l'urgence d'une inconnue. L'expression de Pierre ne change pas, mais je vois ses mains se serrer en poing. Parce que je suis un être humain décent, dit Pierre. L'êtes-vous? Julien s'approche de lui, sa voix s'abaissant. Ou y a-t-il une autre raison pour laquelle vous avez tout laissé tomber pour vous précipiter à son appartement? Une autre raison pour laquelle vous êtes resté pendant l'opération? Une autre raison pour laquelle vous êtes toujours là à 5 heures du matin, à la regarder comme si elle était à vous? L'air entre eux devient électrique. Je regarde le visage de Pierre. Je vois quelque chose y passer. De la confusion. Puis ses yeux deviennent lointains, comme s'il cherchait quelque chose hors de portée. « Votre appartement », dit Pierre lentement, son regard fixé sur moi. La disposition, le canapé bleu près de la fenêtre, la cuisine avec les carreaux blancs de métro. Le sourire de Julien s'élargit. Il avait tendu un piège et Pierre venait de mordre à l'hameçon. Mon cœur commence à battre la chamade. « Comment connaissez-vous mon appartement ?» Je murmure. « Parce que j'y suis allé. » La voix de Pierre est lointaine, comme s'il tirait un souvenir de sous l'eau. « Il y a 7 mois, mais je ne savais pas que c'était votre appartement. Je ne savais pas que c'était vous. » Les machines surveillant mes signes vitaux commencent à biper plus vite. « De quoi parlez-vous » Je souffle. Les yeux de Pierre sont flous, voyant autre chose. Une femme en chaleur. On m'a dit qu'elle était consentante, intéressée, que c'était arrangé. Son regard se pose brusquement sur Julien. « Vous avez arrangé ça. » L'accusation reste suspendue dans l'air. Julien ne le nie pas. C'est à ce moment-là que je sais que c'est vrai. « Qu'avez-vous fait » La voix de Pierre est basse, dangereuse. Le sourire de Julien s'élargit. Ce que je devais faire. Pierre bouge vite, trop vite pour que je puisse suivre. Il saisit Julien par la gorge, le plaque contre le mur avec une force suffisante pour fissurer le placoplâtre. Julien halète, griffant l'avant-bras de Pierre. « Qu'avez-vous fait » répète Pierre, sa voix mortellement silencieuse. « s'étouffe Julien. « J'ai facilité une transaction. Vous aviez de l'argent. J'avais des dettes. » Elle avait quoi? La prise de Pierre se resserre. Julien parvient à un rire étranglé. Elle avait des symptômes de chaleur. Les pilules que je lui ai données, elle les ont déclenchées, juste assez doux pour la rendre réceptive. Consentante. Tout le monde a eu ce qu'il voulait. Ma vision se trouble. Des symptômes de chaleur, les pilules, les zones blanches dans ma mémoire n'étaient pas des lacunes, c'étaient des gommes. Fils de... Pierre le relâche. Julien s'effondre contre le mur, haletant et toussant, la main à la gorge. Pierre se tourne vers moi. Son visage est pâle, anéanti. « Je ne savais pas, dit-il, oh, jamais je n'aurais. Il m'a dit que vous vouliez cela, que vous m'aviez demandé. Je pensais que c'était consensuel. » Je ne peux pas parler. La pièce tourne. Julien redresse son costume, toussant toujours. « 100 000 euros, dit-il d'une voix rauque. C'est ce que vous a coûté votre fille, Monsieur Kane. La moitié pour le faux médecin, le reste dans ma poche. La transaction la plus propre que j'ai jamais faite. Vous l'avez droguée. » Les poings de Pierre se serrent. Vous avez vendu votre propre compagne. J'ai facilité ce qu'elle allait faire de toute façon. La voix de Julien est glaciale. Les omégas en chaleur sont avec quelqu'un. J'ai juste fait en sorte que ce soit rentable. Les mots tombent comme un coup physique. Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus penser. 7 mois. 7 mois de Julien me traitant de dégoûtante, de moi pensant que j'avais perdu la tête, de me blâmant pour une nuit dont je ne me souvenais pas, et il l'avait fait exprès. « Sors », je murmure. Julien se tourne vers moi, arrangeant sa cravate comme si rien ne s'était passé. « Quoi ?»« Sors !» Mon cri fait accourir les infirmières du couloir. « Sors de bas !» de ma chambre. « Laisse mon bébé tranquille, je ne veux plus jamais te revoir. » La sécurité apparaît dans l'embrasure de la porte. 2 grands hommes en uniforme se dirigent déjà vers Julien.
Cet homme harcèle une patiente, dit Pierre calmement, ses yeux ne quittant jamais Julien. Faites-le sortir, et s'il s'approche à nouveau de Marie ou de la néonatologie, appelez la police. Ils encadrent Julien, mais il ne résiste pas. Il se dirige vers la porte la tête haute, comme s'il quittait un déjeuner d'affaires, et non en détruisant la vie de sa compagne. Sur le seuil, il s'arrête. « Vous vous prenez pour le héros ici, quand? » Sa voix est décontractée, presque amicale. « Vous l'avez payé. Vous l'avez utilisé. Vous êtes tout aussi coupable que moi. » La porte se referme derrière lui. Le silence qui suit est différent, plus lourd, plus compliqué. Je regarde Pierre, cet inconnu, cet homme qui m'a sauvé la vie. Cet homme qui était là cette nuit il y a 7 mois et qui ne s'en est souvenu que maintenant. Cet homme qui a payé pour l'accès à mon corps, même s'il ne savait pas, même si Julien a menti, même si... Je ne peux pas terminer la pensée. C'est vrai. Ma voix est petite, brisée. Vous l'avez payé? Le visage de Pierre esprit, la question attendait. Maintenant, elle les a eu. Oui, dit-il doucement. Mais je pensais que vous étiez... Il m'a dit que vous étiez consentante, que vous vouliez ça, que vous m'aviez demandé spécifiquement. Je n'aurais jamais... Il s'arrête, me regarde, et je vois le moment exact où il comprend. Je n'avais rien demandé. J'avais été drogué. Je suis tellement désolé, dit-il. Les mots semblent inadéquats. Ils le sont. Je ferme les yeux. Les souvenirs me reviennent maintenant, flous et fragmentés au bord. Des mains fortes, une voix douce, quelqu'un qui me tenait comme si j'étais important, quelqu'un qui demandait si j'allais bien, si c'était ce que je voulais, qui bougeait lentement et avec précaution comme si j'étais précieuse. J'avais cru que c'était un rêve fiévreux pendant la pire chaleur de ma vie. Mais c'était réel. Il avait été réel et je ne pouvais même pas me souvenir de son visage avant maintenant. Vous étiez là, je dis doucement, pas une question. Dans mon appartement, dans mon lit. Oui. La voix de Pierre est rauque, et je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Mais vous étiez là. J'ouvre les yeux, le regarde, et maintenant il y a un bébé, et elle pourrait être la vôtre. Pierre reste silencieux un long moment. Il s'approche de mon lit lentement, avec précaution, comme s'il comprenait que sa présence était compliquée maintenant, stratifiée de choses qui n'étaient pas simples. Il s'agenouille pour que nos yeux soient au même niveau. « Si elle est à moi, dit-il doucement, je veux être son père, complètement, entièrement. J'attends le mais, les conditions, la clause restrictive. Cela ne vient pas. Non pas parce que je me sens coupable, continue-t-il, bien que Dieu sache que je le devrais, non pas parce que je vous dois quoi que ce soit, mais parce que cette petite fille qui se bat pour sa vie en néonatologie mérite un père qui se montre, un père qui sait ce que signifie être vraiment là. Ses yeux tiennent les miens, et parce que, dit-il, s'il y a ne serait-ce qu'une chance que je sois son père, je ne la laisserai jamais tomber comme lui. Mais l'arme tombe enfin. Les machines BEP, régulières, cliniques, le seul son dans la pièce. Pierre se tient près de la fenêtre, le dos tourné. Je peux voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains se serrent et se descernent sur ses côtés. Il a l'air épuisé, anéanti, comme si quelque chose de fondamental avait changé en lui d'un moment à l'autre. « J'ai besoin que vous me racontiez tout, » dis-je. Ma voix est plus forte maintenant. La colère est un meilleur carburant que le choc. Pas de version édulcorée, pas d'explication, juste la vérité. Pierre se tourne vers moi. « D'accord. Comment avez-vous rencontré Julien? » « Dans un bar il y a environ 8 mois. » Pierre s'assoit dans le fauteuil à côté de mon lit, le même fauteuil où il était assis quand Julien est arrivé. Il m'a approché. Il a dit qu'il avait une opportunité d'affaires. Il était charmant. Il a dit qu'il connaissait des gens exclusifs intéressés par des arrangements privés avec des hommes comme moi. Arrangements privés.
La phrase est amère dans ma bouche. Oui, Pierre ne détourne pas le regard. Je cherchais ça à l'époque. Pas d'attache, pas de complications. Il a dit qu'il pouvait faciliter des introductions. Nous avons discuté des termes du paiement. Il a dit que certaines omégas de son cercle étaient intéressés par des rencontres discrètes avec des alphas. Mes mains se serrent en poing sous la couverture. Il vous a spécifiquement mentionné? Je demande. Non, Pierre secoue la tête. Il a dit qu'il avait plusieurs options. Il organiserait des rencontres. Nous verrions s'il y avait une alchimie. Si tout le monde était intéressé, nous arrangerions quelque chose de privé. Ça semblait... Il s'arrête. Ça semblait légitime. Des gens font ça. Des rencontres consensuelles avec paiement. Ça existe. Mais pas avec des femmes droguées. Pas avec des femmes droguées, acquiesce Pierre doucement. Jamais. J'aurais fait demi-tour instantanément si j'avais su. Je l'étudie. J'aimerais ne pas le croire. Ce serait plus simple s'il était le méchant, s'il y avait un méchant clair et que je pouvais diriger toute ma rage vers une seule personne. Mais j'avais senti ses mains cette nuit-là. Douce, prudente, il m'avait demandé plusieurs fois si j'allais bien, si je voulais continuer. Je me souviens de fragments de cela. Je me souviens qu'il avait prononcé mon nom comme une question. « Pourquoi êtes-vous parti ?» je demande. « Après que vous soyez parti cette nuit-là, pourquoi êtes-vous parti ?» Je ne savais pas où vous viviez. La voix de Pierre est calme. Il m'a donné une adresse. Je suis arrivé. Il y avait une femme en chaleur. Il a dit qu'elle était consentante. Nous avons passé du temps ensemble, quelques heures. Et puis, il s'interrompt. Puis il m'a envoyé un message me disant de partir. Il a dit que vous étiez satisfaite et n'aviez pas besoin de me revoir, que l'arrangement était terminé. Et vous êtes parti. Oui, le mot est lourd de regret. Je suis parti. Je n'ai jamais su votre nom. Je n'ai jamais vu clairement votre visage à cause de la chaleur, de la fièvre. Vous étiez belle et brisée et j'aurais dû poser plus de questions, mais je ne l'ai pas fait. Je suis parti parce que c'était l'arrangement. Je détourne le visage. Mon cœur bat trop vite. Combien a-t-il demandé? Pierre hésite. Cette hésitation me dit que c'est un chiffre important. 100 000 €, dit-il enfin. 50 000 pour lui. 50 000 partagés entre une clinique qui gérait l'arrangement et ce qu'il avait appelé des frais de bien-être pour l'Oméga. Il n'y avait pas de clinique. Je le sais maintenant. Pierre passe une main dans ses cheveux. J'aurais dû vérifier, j'aurais dû insister pour vous revoir afin de confirmer que vous étiez d'accord avec l'arrangement. J'aurais dû faire beaucoup de choses différemment. Je le regarde à nouveau. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? La question reste en suspens entre nous. Moment, je dois faire une pause ici. Tout ça, toute cette histoire, cette situation avec Julien, était en fait complètement absurde, non? Je veux dire, réfléchissez un instant. Un homme censé être mon compagnon qui me livre à un inconnu sous l'effet de drogue pour de l'argent. Et cet inconnu, Pierre, qui pensait juste faire affaire avec une femme consentante. C'est le genre de scénario qui dépasse l'entendement. Dans ma famille, on aurait dit « On vit vraiment une drôle d'époque ». Mais ce n'était pas drôle, c'était terrifiant. J'étais tellement brisé par la trahison de Julien que j'avais même du mal à discerner ma propre réalité. Et Pierre, avec toute sa puissance, sa richesse, qui se retrouve piégé dans un mensonge et une manipulation aussi tordue. Ça me fait penser, vous là en train de m'écouter, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous fait confiance à cet homme qui vous a sauvé la vie, mais qui était aussi impliqué dans votre traumatisme? C'est tellement facile de juger de l'extérieur, n'est-ce pas? De dire ce qui aurait dû être fait. Mais quand vous êtes au milieu de la tempête, sans repère, chaque décision est une montagne. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à ma tempête. Parce que je suis un alpha avec de l'argent, dit Pierre enfin. Et les hommes comme moi ne posent généralement pas beaucoup de questions quand quelqu'un nous offre exactement ce que nous voulons, sans complication. C'est la triste vérité. C'est ce que j'étais. Enfin, ce que j'étais.
Il se corrige. C'est ce que je suis. C'est ce que je représente. J'assimile ça. Avez-vous déjà pensé à moi après cette nuit-là? Pierre reste silencieux un long moment. Oui, dit-il finalement. Pendant des semaines après, j'ai pensé à vous, à la façon dont vous m'avez regardé, à quel point c'était réel même dans le flou de la chaleur. J'ai presque essayé de vous trouver, presque retourné à l'adresse que Julienne m'avait donnée. Mais vous ne l'avez pas fait. Mais je ne l'ai pas fait. La voix de Pierre est creuse. Parce que je me suis dit que c'était une transaction, que vous aviez été payé, que vous aviez accepté. Et puis suffisamment de temps a passé pour que j'arrête d'y penser si intensément, me convainquant que j'avais imaginé la complexité, que ce n'était que des affaires. Il me regarde alors, vraiment me regarde. Mais vous n'avez jamais été que des affaires, dit-il. Je crois que je le savais déjà à l'époque. Je le sais clairement maintenant. Les machines bip, régulières, implacables. Je suis enceinte de votre enfant, dis-je. Ma voix ne tremble pas, mais à l'intérieur je me fracture. Je ne me souviens pas d'avoir consenti à ça. Je ne me souviens de vous que par morceaux, des fragments. J'ai l'impression que je devrais vous haïr, et je ne sais pas si je le fais ou si je suis juste brisé. Vous n'êtes pas brisé. Pierre se penche en avant. Vous êtes en colère, vous êtes blessé, vous êtes sous le choc, mais vous n'êtes pas brisé. Comment le savez-vous? Parce que vous vous battez toujours. Ses yeux sont intenses. Vous vous êtes battu pour garder votre bébé. Vous vous êtes battu pendant l'opération. Vous vous êtes battu dans cette pièce contre Julien. Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée et je ne vous connais que depuis 12 heures. Je ris. C'est un sanglot. Vous ne me connaissez pas du tout. Alors laissez-moi. La voix de Pierre est ferme. Laissez-moi vous connaître. Pas à cause du bébé, pas à cause de la culpabilité ou de l'obligation, mais parce que je le veux. Parce que je vous dois cela, de vous voir vraiment, de demander vraiment ce que vous voulez. Je ferme les yeux. Je suis si fatigué. Fatigué de me battre. Fatigué d'être forte. Fatigué d'être seule. Je ne sais pas ce que je veux, j'admets. Je ne sais pas ce qui est réel et ce qui est un lien traumatique et ce qui est juste du désespoir parce que quelqu'un s'est enfin montré pour moi. Alors, nous le découvrirons ensemble. Pierre se rassied lentement. Pas de pression, pas d'attente. Juste vous, moi et cette petite fille en néonatologie qui se bat pour sa vie. Et si le test ADN dit qu'elle n'est pas la mienne, alors je me montre quand même. Sa voix est catégorique. Parce que vous avez besoin de quelqu'un pour se montrer. Et cette petite fille en a besoin aussi. J'ouvre les yeux. Je regarde cet homme, cet inconnu qui a payé pour une nuit avec moi, qui m'a violé même s'il ne le savait pas, qui a quand même tout laissé tomber pour me sauver la vie, qui reste. D'accord, je murmure. Mais pas tout de suite. Je ne peux pas avoir cette conversation maintenant. Je ne peux même pas penser à ce que je ressens pour vous en ce moment. Le soulagement traverse le visage de Pierre. D'accord, c'est juste. Mais restez, j'ajoute. Pas sur la chaise près de mon lit. Ne me touchez pas. Soyez juste là pour que je ne sois pas seul. Pierre hoche la tête. Il déplace la chaise dans le coin de la pièce, assez loin pour que je puisse respirer, assez près pour que je sache qu'il est là. Le soleil est maintenant haut. La lumière orange et dorée inonde la chambre d'hôpital. Quelque part dans le couloir, un bébé pleure. En néonatologie, ma fille se bat pour chaque souffle. Et dans un lit d'hôpital, je ferme les yeux et me laisse dormir, sachant qu'à mon réveil, ma vie serait toujours compliquée, désordonnée et fausse. Mais au moins, cette fois, je ne serai pas seul. 3 jours à l'hôpital m'ont paru une éternité. J'ai passé chaque instant possible en néonatologie, assise près de l'isolette, tendant la main à travers les pores pour toucher la petite main de ma fille, surveillant les moniteurs, comptant ses respirations comme une prière. Pierre est venu tous les jours, matin, après-midi, soir.
Il apportait de la nourriture que je voulais vraiment manger. Au lieu des plateaux de la cafétéria de l'hôpital, il s'asseyait en silence quand j'avais besoin de calme, parlait quand j'avais besoin de distraction. Il a même téléchargé des livres sur ma tablette et me les lisait à voix haute, sans jugement, quand je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre. Julien n'était pas revenu depuis que la sécurité l'avait escorté. Mais sa présence hantait l'hôpital quand même, dans mon anxiété, dans la façon dont je tressaillais chaque fois que quelqu'un s'approchait de ma chambre, dans les cauchemars où je me réveillais dans notre appartement, réalisant que tout n'était qu'un rêve cruel. Le troisième jour, lors de la visite du matin, le docteur Morrison est arrivé avec 2 personnes supplémentaires, une assistante sociale et un homme en uniforme de police avec des yeux bienveillants et un insigne de détective. Marie, voici le détective Rivera. Il aimerait vous poser quelques questions sur les circonstances de votre grossesse, dit doucement le docteur Morrison. Vous n'avez pas à lui parler si vous n'êtes pas prête, mais il peut vous aider à protéger vos droits. Mon estomac se contracte. C'était soudain réel d'une manière qui ne l'avait pas été auparavant. Enquête criminelle, implications policières, documentation. C'est bon, dis-je, bien que ma voix tremble. Je vais lui parler. Pierre s'est avancé vers la porte. Je peux attendre dehors. Restez, je lui tends la main. S'il vous plaît. Le détective tire une chaise, s'y installant comme s'il avait tout son thème. Ce genre de patience me rend plus nerveuse, pas moins. Madame Hart, je sais que c'est difficile. Nous pouvons prendre tout le temps qu'il vous faudra. Le détective Rivera ouvre son carnet. Il y a 2 jours, M. Quint a déposé un rapport auprès de notre service. Fraude, complot, facilitation d'agression sexuelle potentielle. Nous enquêtons sur les 3 chefs d'accusation, mais d'abord, j'ai besoin de comprendre exactement ce qui s'est passé il y a 7 mois. Mes mains tremblent. J'avais essayé de ne pas penser à cette nuit-là, d'éviter de reconstruire les souvenirs à partir des fragments qu'Adam m'avait donnés. Julien, mon compagnon, m'a donné des pilules. Je commence lentement. Il a dit que c'était de nouveaux suppresseurs de mon médecin. Il les faisait livrer à l'appartement. Une nouvelle formule d'un spécialiste qu'il connaissait. Avez-vous remis en question l'origine de ces pilules? Non, je lui faisais confiance. Les mots ont un goût amer. Il s'occupait de beaucoup de mes affaires médicales. Il disait qu'il voulait m'aider à gérer ma santé. J'étais naïve. Que s'est-il passé après que vous ayez pris les pilules? Tout devient flou. Je ferme les yeux, essayant d'accéder à des souvenirs qui ressemblent à des rêves. Je me sentais étrange, chaude, comme des symptômes de chaleur, ce qui n'avait aucun sens parce que je venais de prendre des suppresseurs. La chaleur aurait dû être empêchée. Au lieu de cela, c'était comme si... Je marque une pause, cherchant mes mots, comme si c'était amplifié, intensifié. Combien de temps avant l'apparition des symptômes de chaleur? Peut-être 1 heure, 2, je ne suis pas sûr. Le temps semblait étrange. Le détective Rivera prend des notes. Avez-vous contacté quelqu'un, votre famille, des amis? J'ai appelé Julien. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il a dit que j'allais bien, que certaines femmes avaient des périodes d'adaptation avec de nouveaux médicaments et que je devais me reposer. Et puis je suis allé me coucher. Je me souviens d'avoir été fiévreuse, confuse, et puis quelqu'un était là. Ma voix baisse. Dans ma chambre. Je me souviens avoir pensé que je devais avoir peur, mais je ne l'étais pas. Il était doux. Il n'arrêtait pas de demander si j'allais bien, si je voulais qu'il s'arrête. La main de Pierre se resserre autour de la mienne. Avez-vous répondu à ces questions? Je crois que oui. C'est flou, comme essayer de se souvenir d'un rêve après le réveil. Mais je me souviens des sensations, de la sécurité, d'avoir été prise en charge d'une manière que je n'avais pas connue depuis des mois. J'ouvre les yeux. Je me souviens d'avoir pensé qu'il était réel, comme si mon corps savait quelque chose que mon cerveau drogué ne pouvait pas traiter. L'expression du détective Rivera ne change pas, mais quelque chose bouge dans son énergie. Il me croit. Vous souvenez-vous si vous avez consenti à une activité sexuelle? Je ne sais pas. Ma voix se brise.
Je ne me souviens pas avoir explicitement consenti, mais je ne me souviens pas avoir dit non. Tout est un nuage, comme si quelqu'un avait pris la nuit et m'avait laissé des impressions au lieu de souvenirs. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée seule, confuse. La chaleur est tombée. Les symptômes ont disparu presque instantanément, ce qui était étrange. Je me sentais épuisé, vide, comme si quelque chose d'important s'était passé, mais je ne pouvais pas m'en souvenir. Je fais une pause, puis bien, faut savoir, 2 semaines plus tard, j'ai réalisé que j'étais enceinte. Le détective Rivera prend des notes en silence un long moment. Monsieur Cain déclare avoir payé votre compagnon 100 000 € en croyant que vous étiez une participante consentante à une rencontre privée préarrangée. Il affirme qu'on lui a dit que vous l'aviez spécifiquement demandé. Cela correspond-il à ce que vous savez? Je regarde Pierre. Il me regarde attentivement, son expression indéchiffrable. Je ne savais rien de l'argent. Je n'avais aucune idée que Julien avait arrangé quoi que ce soit avec qui que ce soit. La réalisation se cristallise alors que je le dis à voix haute. Je pensais que j'étais seul ou que j'hallucinais ou que je devenais folle. Puis Julien a commencé à agir différemment, cruel, faisant des commentaires sur le fait que j'étais dégoûtante, refusant de venir aux rendez-vous médicaux, restant dehors tard. Quand vous a-t-il parlé de la grossesse? Je lui ai montré le test positif. C'est là que la cruauté a vraiment commencé, comme s'il attendait la confirmation de quelque chose qu'il savait déjà. Le détective Rivera ferme son carnet. Madame Hart, ce que votre compagnon a fait constitue probablement plusieurs crimes. Administration de drogue sans consentement, fraude, potentiellement proxénétisme, ce qui est essentiellement l'organisation d'activités sexuelles à but lucratif. Et selon la drogue spécifique utilisée, il pourrait y avoir des charges supplémentaires. Que se passe-t-il maintenant? Demande Pierre, sa voix stable. Nous enquêtons. Nous aurons besoin d'accéder à vos relevés bancaires, Monsieur Cain. Nous recherchons la transaction avec votre compagnon, la communication entre vous deux. Toute preuve que de l'argent a changé de main. Le détective Rivera se tourne vers moi. Nous aurons également besoin de la documentation des pilules, des contenants, des étiquettes, tout ce que vous avez conservé. Je les ai jetés, dis-je. Julien a dû les prendre quand il a réalisé ce qui s'était passé. Il l'a probablement fait. Le détective n'a pas de l'air surpris. Nous allons subpoena ses finances. S'il y a un schéma, nous le trouverons. Il se lève. Je vais être honnête avec vous deux. Les poursuites dépendent des preuves, de la drogue utilisée, des témoignages. Si votre compagnon a eu la prévoyance de couvrir ses traces, et les hommes comme ça le font généralement, cela pourrait être difficile à prouver au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal pénal. Le sol se dérobe sous mes pieds, mais le détective Rivera continue. Le tribunal civil est différent, charge de la preuve plus faible. Selon ce que votre avocat trouvera, vous pourriez avoir un dossier solide pour des dommages et intérêts, surtout dans ce qui concerne la garde de l'enfant. Il me tend une carte. Appelez-moi si vous vous souvenez d'autre chose et je vous recommande de prendre un avocat immédiatement. Après son départ, la pièce me semble plus petite. Il va s'en tirer, dis-je d'un ton monocorde. C'est ce qu'il voulait dire. L'affaire pénale pourrait ne pas tenir. Nous aurons d'autres voix, dit Pierre, mais je peux sentir la tension dans sa voix. Tribunal civil, litige de garde. J'engagerai les meilleurs avocats de la région. Et combien ça coûte? Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour moi. Je retire ma main de la sienne. Je n'ai pas signé pour ça. Pour des batailles juridiques, pour dépendre de votre argent, pour combattre mon propre compagnon. Pourquoi? Pour être protégé. La voix de Pierre s'aiguise. Parce que c'est ce qui sait, vous êtes protégé. Votre fille est protégée. Ce n'est pas un fardeau pour vous, c'est le but. L'assistante sociale s'éclaircit la gorge doucement. Mademoiselle Hart, je vais vous laisser quelques ressources. Soutien aux victimes de violences domestiques, aide juridique, organisation sur service de conseil.
Elle pose un dossier sur mes genoux. Vous avez des options au-delà de ce que M. Quinn vous offre. Vous n'êtes pas piégé. Après son départ, le poids de cette déclaration se répand sur tout. Je suis sorti de l'hôpital le lendemain matin. Pierre a organisé une voiture privée. Je me déplaçais en fauteuil roulant. Ordre du médecin, pas de tension inutile. Chaque mouvement me rappelait l'opération. L'attique était exactement ce que j'avais imaginé. Baie vitrée donnant sur la ville. Art moderne au mur. Une cuisine qui semblait n'avoir jamais été utilisée. Une suite parentale plus grande que mon ancien appartement entier. Une chambre de bébé préparée à l'avance. Des meubles blancs, des tapis doux. Un berceau qui avait l'air cher et impersonnel. Votre personnel l'a préparé, dis-je doucement. Je leur ai demandé d'installer les bases, mais vous pouvez tout changer. Pierre se tenait dans l'embrasure de la porte, n'envahissant pas l'espace. Peinture, meubles, thèmes, tout ce que vous voulez pour Emma. Emma, notre fille, un nom qu'on avait décidé ensemble avant de quitter l'hôpital, même si les papiers n'étaient pas encore finalisés. Une infirmière est arrivée 1 heure plus tard. Mission privée envoyée par le médecin de Pierre. Elle était efficace et gentille, vérifiant mes signes vitaux et me donnant des analgésiques. « Vous avez besoin de repos », a dit l'infirmière. « Laissez votre corps guérir. Je serai dans la pièce d'à côté si vous avez besoin de quoi que ce soit. » J'ai passé la première semaine dans un brouillard de médicaments, de douleurs et l'étrange irréalité de ma nouvelle vie. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Espace, sécurité, soutien médical, sécurité financière. Je n'avais aucune de la liberté que j'avais cru vouloir. Le 8e jour, j'ai reçu une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats, ceux de Julien. Je l'ai ouverte d'une main tremblante. Avis de paternité et demande d'évaluation de garde. Julien exigeait un test de paternité, une évaluation de garde, une reconnaissance juridique pleine et entière de ses droits parentaux. La lettre était datée avant même que les résultats du test ADN ne reviennent, avant même que je ne sois sorti de l'hôpital, ce qui signifiait que Julien avait déposé ses documents, sachant que le bébé n'était probablement pas le sien, sachant pertinemment ce que cela signifiait. J'ai appelé Pierre dans la chambre, lui a tendu la lettre sans parler. J'ai observé son visage tandis qu'il la lisait, le moment où il a compris ce que Julien faisait. « Il poursuit en justice pour la garde, » dit Pierre lentement, « d'un enfant qu'il sait ne pas être le sien. Pourquoi ferait-il ça? » Pierre me regarde et je vois la peur dans ses yeux, la réalisation que nous avions peut-être sous-estimé notre ennemi. « Parce qu'il n'est pas intéressé à être un père, » dit Pierre doucement. « Il est intéressé par l'avantage. » Les résultats de l'ADN sont arrivés par email à 6h37. J'étais assise dans la cuisine de l'attique, cette immense cuisine jamais utilisée qu'un chef privé entretenait, buvant un café que je ne pouvais pas goûter. Pierre était déjà parti pour son bureau. Quelque chose à propos d'une crise commerciale qu'il ne pouvait pas reporter. L'infirmière était avec Emma à l'hôpital. J'étais seul avec rien d'autre que mes pensées et le silence assourdissant de l'attique. J'ai ouvert l'email du laboratoire. Paternité, résultat confidentiel. Mes mains tremblent en lisant. Pierre Quinn, père biologique, 99% de certitude. Je l'ai lu 3 fois, 4 fois. Les mots n'ont pas changé. 99%. Pas 100%, mais assez proche pour que ça revienne au même. Emma était à lui. Légalement, scientifiquement, irrévocablement. Mon téléphone sonne avant que je ne puisse assimiler ce que cela signifiait. Détective Rivera. Madame Hart, le laboratoire nous a informés des résultats de paternité. Je voulais que vous l'appreniez de moi d'abord, étant donné les complications. Sa voix est prudente, préparée. Complications. Les relevés bancaires confirment un virement du compte de M. Quinn vers celui de votre compagnon. 100 000 € datés d'il y a 7 mois. Le détective Rivera marque une pause. Le timing correspond parfaitement à votre conception. Je sais qu'il a payé pour... Ce pourquoi il a payé est juridiquement ambigu, mademoiselle Hart. C'est ça la complication.
La voix de Rivera est stable mais sombre. Pour la défense de M. King, il pensait qu'il payait pour une rencontre arrangée et consensuelle. Votre compagnon lui a dit que vous étiez consentante. Il n'y a aucune documentation que M. King connaissait le fait que vous soyez drogué. Pas de texto entre eux en discutant, mais il a payé pour du sexe. Il a payé pour ce qu'il croyait être une transaction consensuelle. Ce n'est pas illégal, bien que cela se situe dans une zone grise selon la juridiction. Rivera laisse cela s'installer. Voici le vrai problème. Si les avocats de Julien sont intelligents, et ils le sont, ils utiliseront cela dans la bataille pour la garde. Ils soutiendront que le fait que M. King ait payé pour avoir accès à vous est moralement équivalent au fait que votre compagnon l'ait arrangé. Ils diront que le bébé ne devrait pas être confié à quelqu'un qui a participé à la transaction, même sans le savoir. Il nous a sauvé la vie. Je sais, et cela aura de l'importance pour un juge, mais cela complique l'affaire. Nous pouvons toujours poursuivre Julien pour fraude et administration de drogue, mais l'implication de M. Kane, aussi innocente soit-elle, donne des munitions à la défense. Après que Rivera a raccroché, je reste assise dans ce silence coûteux de l'attique. J'appelle Pierre immédiatement. « J'ai vu les résultats », dit-il avant que je ne puisse parler. Rivera a appelé. Il a expliqué les complications. « Saviez-vous que cela arriverait? » « Non, mais j'aurais dû m'y attendre. » La voix de Pierre est rauque. Mon avocat m'avait averti que la transaction financière pourrait être utilisée comme une arme. Je n'ai pas écouté parce que j'étais trop concentré sur votre protection. Nous devons en parler. Je sais, je rentre à la maison maintenant. Pierre arrive 30 minutes plus tard. Il a l'air épuisé, vaincu, comme un homme qui vient de réaliser que ses meilleures intentions pourraient ne pas suffire. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, commence-t-il, je veux être clair. Je ne savais rien du fait que vous étiez drogué. Je ne savais rien de la fraude. Je croyais que vous étiez consentante. Cela n'excuse rien, mais c'est la vérité. Je vous crois. Je me surprends par mon honnêteté. Mais cela ne change rien à ce qui s'est passé. Vous avez payé pour avoir accès à mon corps. Même si vous pensiez que c'était consensuel, vous avez quand même payé pour ça. Pierre se raidit. Oui, et maintenant ce paiement pourrait être utilisé contre vous devant le tribunal. Contre nous? Oui, donc nous avons un vrai problème. Ma voix c'est stable, mais à l'intérieur je me fracture. Parce que j'ai besoin de savoir, vous battez-vous pour Emma parce qu'elle est à vous ou parce qu'elle est devenue quelque chose que vous devez protéger? Parce que vous ne pouvez pas séparer votre culpabilité de votre amour. Ce ne sont pas mutuellement exclusifs. Pierre s'assoit en face de moi. Quand je vous ai vu sur le sol de votre cuisine, saignant à mort, mon loup vous a reconnu. Cette reconnaissance était viscérale, réelle, inchangé par tout ce que Julien ou Rivera ou quiconque dit. Il me regarde dans les yeux. Puis j'ai découvert que vous étiez la femme de cette nuit-là. Et oui, la culpabilité en faisait partie. Une culpabilité massive. La culpabilité de savoir que j'avais fait partie de quelque chose d'horrible, même sans le savoir, mais regarder Emma se battre pour chaque souffle en néonatologie n'est pas de la culpabilité. C'est de l'amour. Connaître son nom, lui parler tous les jours, m'asseoir avec elle pendant qu'elle dort, ce n'est pas de la culpabilité. C'est un père. Vous la connaissez depuis moins de 2 semaines et je mourrais pour elle sans hésitation. La voix de Pierre est catégorique. Vous pouvez remettre en question mes motivations à votre égard. Vous pouvez douter de mes sentiments, mais ne remettez pas en question ce que je ressens pour Emma. C'est réel. Ce n'est pas compliqué. Je veux le croire. Je veux désespérément le croire. Que se passe-t-il maintenant? Je demande. Légalement, mon avocat organise une réunion d'urgence. Nous devons aborder la situation du paiement de front. Cela signifie probablement que je devrais témoigner de ma compréhension de l'arrangement, de la façon dont Julien vous a dépeint faussement, du fait que je n'aurais jamais participé si j'avais connu la vérité. Et si le juge ne vous croit pas, alors nous nous battrons plus fort.
Nous documenterons chaque moment que je passe avec Emma. Nous vous ferons suivre une vraie thérapie documentée, où vous traiterez ce qui s'est passé. Nous construirons un dossier prouvant que même si mon implication initiale était moralement discutable, je suis un meilleur parent que Julien ne pourrait jamais l'être. Pierre se penche en avant. Et Marie, je vais aussi prendre du recul. Quoi? Je vais prendre du recul. Pas par rapport à Emma, jamais par rapport à Emma, mais par rapport à vous, à l'arrangement de l'attique, au fait de jouer à la famille. Ses yeux sont sérieux. Vous avez besoin d'espace pour guérir, pour décider qui vous êtes en dehors de Julien et en dehors de ma dépendance. Alors, voici ce que nous allons faire à la place. Il sort son téléphone, me montre un écran. C'est un petit pavillon dans un quartier calme, rien d'ostentatoire. Votre propre espace entièrement meublé. Je couvrirai le loyer pendant 1 an. Maria, ma gouvernante, viendra 3 jours par semaine pour vous aider avec le ménage et la cuisine pendant votre convalescence. Mais sinon, c'est à vous. Vous pourrez reconstruire votre vie selon vos propres termes. Vous nous mettez dehors. Non, je vous donne l'option de rester ou de partir. C'est ce que vous avez demandé, n'est-ce pas? Le choix. Je fixe le téléphone, la maison modeste avec un petit jardin, l'image de la normalité. Emma doit encore être en néonatologie. Elle ne sera pas libérée avant des semaines. Je sais. Alors, voici ma proposition. Vous restez ici pour l'instant, près de l'hôpital, mais nous établissons des limites claires. Je reste dans mon aile, vous restez dans la vôtre. Nous élevons Emma ensemble, mais nous ne faisons pas semblant d'être un couple. Nous ne jouons pas à la famille. Nous reconstruisons cette relation lentement, honnêtement, sans la pression de vivre dans cette attique en prétendant que tout va bien. Et quand Emma rentrera de la néonatologie, alors nous passerons à la maison. Elle aura un foyer normal. Vous aurez de l'espace et de l'indépendance. Je suis son père, mais je ne suis pas sa mère. Je ne gère pas votre vie. La voix de Pierre est stable. Je serai là pour vous deux, mais je serai là en tant que partenaire, pas en tant que sauveur. C'est la seule façon pour que cela fonctionne. Mes yeux brûlent. Et si je décide que je ne veux pas que vous fassiez partie de nos vies du tout, alors je me battrai pour la garde, pour les droits de visite, pour mes droits légaux en tant que père, dit-il simplement. Mais je respecterai aussi votre choix de construire une vie séparée de moi. Je paierai une pension alimentaire. Je serai présent. Mais je ne m'imposerai pas dans votre vie si vous ne le voulez pas. Cela semble juste. Ce n'est pas juste. C'est douloureux, mais c'est honnête. Il reste silencieux un long moment. J'ai besoin de voir Emma, dis-je enfin. Alors allons-y. À l'hôpital, il trouve la néonatologie dans un chaos contrôlé. Emma a des crises. Pas graves, de petits tremblements, mais assez pour déclencher les alarmes. L'équipe de néonatologie se précipite. Je suis repoussé. Pierre s'avance pour me réconforter, puis se retient et s'arrête. C'est bon, dis-je, tendant la main. J'ai besoin de vous en ce moment. Il prend ma main, la tient comme si j'étais sa bouée de sauvetage. Qu'est-ce qui se passe? Je demande à l'infirmière la plus proche. Possible infection. Nous faisons des tests maintenant. Ne paniquez pas. Les bébés prématurés ont parfois des crises sans que ce soit grave. Mais nous devons la surveiller attentivement. Souffre-t-elle? Non. Les bébés à cet âge ne traitent pas la douleur comme nous, mais nous lui donnons des antibiotiques par précaution. La crise s'arrête. Emma reste immobile. Sa petite poitrine monte et descend. Pierre me serre la main. « Elle va aller bien, dit-il, mais ça sonne comme une prière. » Vous ne savez pas. Non, je ne sais pas, mais je le crois. Le docteur Morrison apparaît, l'expression grave. Nous devons admettre Emma à une unité de soins intensifs pédiatriques par précaution. Nous suspectons une infection mineure, mais avec les prématurés, nous devons prendre toutes les précautions. Elle regarde alternativement Pierre et moi. L'un d'entre vous peut rester avec elle, l'autre doit se reposer. Je regarde Pierre et il me regarde.
Reposez-vous, dit Pierre. Je resterai avec Emma. Vous êtes réveillé depuis 30 heures. Je ne peux pas. Vous le devez. Sa voix est ferme mais douce. Vous êtes encore en convalescence. Votre corps a besoin de repos. Je vous appellerai si quelque chose change, mais dans ce moment, la meilleure chose que vous puissiez faire pour Emma est de prendre soin de vous. Je veux argumenter, mais l'épuisement fait tourner la pièce. D'accord, je murmure. Pierre me ramène en voiture à l'attique, me couche dans la chambre d'amis comme si j'étais précieuse, ferme les rideaux contre la lumière de l'après-midi. Dormez, dit-il, je m'occupe d'Emma. Reposez-vous. Je m'endors au son de sa voix au téléphone, appelant avocat et médecin et prenant des dispositions. Quand je me réveille 6 heures plus tard, mon téléphone a 17 appels manqués. Je rappelle Pierre immédiatement. « Elle va bien, dit-il avant que je ne puisse paniquer. Fausse alarme. Infection bactérienne mineure due à l'équipement de la néonatologie, pas de septicémie. Ils lui ont donné des antibiotiques et elle répond bien. Elle dort en ce moment. Le soulagement m'envahit si intensément que je pleure. Je retourne à l'hôpital, dis-je. Je vais vous chercher. Cette nuit-là, je m'assieds près du berceau d'Emma dans l'UCIP. Ma fille semble incroyablement petite, connectée à des moniteurs, mais elle respire, elle se bat, elle vit. Pierre est assis sur la chaise en face de moi, n'envahissant pas mon espace, juste présent. « Merci », dis-je doucement. « Pourquoi faire? D'être resté, d'être là, de ne pas faire semblant que c'est facile. » Pierre regarde Emma, les moniteurs traçant son rythme cardiaque. La petite fille qui les a réunis de la manière la plus compliquée possible. « Nous allons nous en sortir, dit-il. Non pas parce que c'est facile, mais parce qu'elle en vaut la peine. » Je le regarde, traverse la distance qui nous sépare. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je pense que peut-être il a raison. Julien est arrêté un mardi matin. Je l'apprends par un appel téléphonique du détective Rivera alors que je suis en néonatologie en train de changer la couche de Emma. Le bébé est alerte, réactif. Ses petits doigts saisissent mon auriculaire avec une force surprenante. Nous l'avons interpellé à son bureau, dit Rivera, accusé de fraude, de complot et d'administration de substances contrôlées sans consentement. Il est détenu en attendant son procès. Combien de temps avant l'audience? Ma voix est plus stable que je ne me sens. 3 semaines. Le procureur a besoin de temps pour monter le dossier. Mais Madame Hart, il demande son propre avocat maintenant. Cela suggère qu'il compte se battre bec et ongle. Après avoir raccroché, je fixe Emma. Ma fille ignore que l'homme qui se prétendait son père pendant 7 mois fait maintenant face à des accusations criminelles, ignore que toute son existence est prise dans une bataille juridique. Emma sait juste qu'elle a faim et qu'elle est aimée et en sécurité. Pour l'instant. L'audience de garde a lieu un mercredi matin au tribunal de la famille. La salle d'audience est plus petite que ce à quoi je m'attendais, plus intime, plus brutale. Je suis assise entre Pierre et Patricia Chen, l'avocate qu'il a engagée. Emma n'est pas là. Les juges amènent rarement des nourrissons dans ces procédures. Le bébé est resté en néonatologie, ignorant que son destin légal était en train d'être décidé. Julien arrive en civil, mais quelque chose dans son comportement a changé. Il bouge comme un animal en cage, nerveux, en colère. Ses yeux parcourent la voie d'audience comme s'il cataloguait les sorties. Quand il me voit, son expression se tord, non pas de tristesse, non pas de remords, mais de ressentiment. La juge entre, une femme d'âge moyen aux yeux perçants, et à l'allure de quelqu'un qui a vu toutes les variations de la cruauté humaine. C'est un litige de garde concernant une mineure née prématurément en raison d'un décollement placentaire. Commence la juge, relisant ses notes. Les preuves ADN établissent que le père biologique est Pierre Kane et non l'intimé Julian Hart. Cependant, M. Hart était inscrit comme le père présumé sur l'acte de naissance au moment de la naissance de l'enfant. L'avocat de Julien se lève. « Votre honneur, mon client était le compagnon légitime au moment de la conception.
Indépendamment de l'affiliation biologique, il devrait avoir des droits de visite et une éventuelle considération de garde. Patricia est immédiatement debout. Votre honneur, la conception s'est produite par des moyens frauduleux orchestrés par M. Hart lui-même. Il a administré des substances contrôlées à Mademoiselle Hart sans sa connaissance ni son consentement. Il a arrangé son contact sexuel avec M. Kane à des fins lucratives. Il a ensuite utilisé la grossesse qui en a résulté comme une arme pour abuser psychologiquement de Mademoiselle Hart pendant 7 mois. Ce sont des allégations graves, dit la juge. Quelle documentation les soutient? Patricia présente les preuves méthodiquement. Les relevés bancaires montrant le transfert de 100 000 euros. Les messages textes entre Julien et le faux médecin discutant de l'administration de la drogue. Les dossiers médicaux de mon urgence documentant le décollement placentaire et l'accouchement prématuré. Le témoignage des infirmières de néonatologie sur l'état et le pronostic d'Emma. Monsieur Hart, dit la juge le regardant directement, que dites-vous à ces allégations? Julien se penche vers son avocat, qui lui murmure quelque chose. Puis il se lève. J'ai fait un arrangement financier avec quelqu'un de consentant, dit Julien prudemment. Je n'étais au courant d'aucune consommation de drogue. C'est une affaire totalement distincte. Mais vous avez administré les drogues. La juge vérifie ses notes. Selon le rapport du détective Rivera, c'est vous qui avez donné à Mademoiselle Hart ses nouveaux suppresseurs. Lui avez-vous ou non donné des pilules qui n'étaient pas prescrites par son médecin? La mâchoire de Julien se crispe. Son avocat lui touche le bras, un avertissement. Oui, mais elle a consenti à les prendre. A-t-elle consenti après avoir été informée de leur contenu réel? Silence, m'amuse. Monsieur Hart, avez-vous dit à Mademoiselle Hart que ces pilules déclencheraient un cycle de chaleur? Non, mais c'est un oui à l'administration de substances contrôlées sans consentement éclairé. C'est un crime. La juge pose ses notes. Abordons la question plus immédiate qui est de la garde. Monsieur Hart, voulez-vous la garde de cet enfant? Julien hésite. Cette hésitation est significative. Votre honneur, commence son avocat, mon client a... J'ai demandé à Monsieur Hart, pas à vous. Les yeux de Julien brillent d'une chose que je reconnais. Le calcul. Il fait des calculs, évalue les options. Non, dit-il finalement. Je ne veux pas la garde, mais je devrais avoir des droits de visite. J'ai été son père pendant 7 mois. La salle d'audience se tait. Vous avez été son père présumé pendant 7 mois, corrige la juge, pendant lesquels vous avez traité sa mère de dégoûtante, refusé d'assister aux rendez-vous médicaux et l'avez abandonnée lors d'une urgence potentiellement mortelle. Ce n'est pas de la paternité, c'est de l'abus. Elle n'est même pas mon enfant biologique. Donc maintenant, vous ne voulez pas la revendiquer. Je dis que je ne devrais pas être tenu responsable d'elle. Elle n'est pas mon problème. Je sens la main de Pierre trouver la mienne sous la table. Une présence rassurante. La juge regarde Julien un long moment. Quand elle parle, sa voix est glaciale. Vous avez orchestré un complot pour tirer profit de la biologie reproductive de votre compagne. Vous l'avez droguée. Vous avez vendu l'accès à son corps. Puis vous l'avez maltraitée pour la grossesse qui en a résulté. Et maintenant, ayant découvert qu'elle est biologiquement l'enfant d'un autre homme, vous voulez l'abandonner sans même la décence de faire semblant de vous en soucier. Je suis juste honnête, votre honneur. Vous êtes un prédateur. La voix de la juge ne monte pas, ce qui rend la situation pire. Sur la base de toutes les preuves disponibles, j'accorde la pleine garde légale à Mademoiselle Hart, Pierre Quin étant établi comme le père légal. Le nom de Monsieur Hart sera retiré de l'acte de naissance. Il n'a aucun droit de visite, aucun droit de contact, aucune autorité parentale. Julien se lève brusquement. J'ai des droits. Vous n'en avez aucun, pas en ce qui concerne cet enfant. Vous avez renoncé à ces droits au moment où vous avez décidé qu'elle n'était pas votre problème. La juge frappe son marteau. De plus, sur la base des accusations de fraude et d'administration de drogue,
J'émets une ordonnance d'interdiction permanente. Vous ne devez pas vous approcher à moins de 300 mètres de Mademoiselle Hart ou de la mineure. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Audience levée. La juge s'en va, l'huissier se dirige vers Julien, et au lieu de se battre, Julien fait quelque chose de pire. Il me sourit, un sourire plein de venin que de promesses. « Ce n'est pas fini », dit-il doucement, sa voix m'atteignant clairement. « Je vais tout vous prendre, votre nouvelle vie, votre éthique de luxe, votre nouvel alpha. Vous regretterez le jour où vous m'avez fait passer pour un imbécile. » La sécurité l'escorte avant qu'il ne puisse en dire plus. Mais la menace plane dans l'air comme un gaz toxique. De retour à l'hôpital, Emma dort. Je me tiens au-dessus de l'isolette de ma fille. Emma est plus grande maintenant, plus forte. Le médecin a dit qu'elle pourrait rentrer la semaine prochaine si elle continuait à s'améliorer. Rentrer à la maison pour faire quoi? Continuer à jouer à la famille avec Pierre. Faire semblant que tout va bien parce qu'un juge l'a dit. Vous allez bien? Pierre apparaît à côté de moi. Il a appris à se déplacer silencieusement pour me laisser de l'espace tout en restant présent. Il le pensait, vous savez. Il va essayer de nous faire du mal. Je sais. Comment pouvez-vous être si calme à ce sujet? Pierre reste silencieux un instant. Parce que j'ai affronté pire. Parce que j'ai des ressources qu'il n'a pas. Parce que je ne le laisserai pas gagner. En faisant quoi? En augmentant la sécurité. En me mettant un traceur. Ce n'est pas de la protection, Pierre. C'est juste une autre cage. Vous avez raison. Son admission me surprend. Je n'ai pas de réponse parfaite à cela, mais je sais que Julian Hart est un lâche. Il a l'air dangereux quand sa victime est vulnérable, mais il pliera quand il fera face à de vraies conséquences. Il risque la prison, il n'a rien à perdre. Il a sa réputation, sa carrière, sa liberté. S'il viole l'ordonnance d'interdiction, il ira directement en prison sans caution. Il sait que toute la colère qu'il ressent en ce moment sera éventuellement tempérée par son instinct de survie. Je veux te le croire. Emma rentre la semaine prochaine, dis-je, changeant de sujet. Oui. Et ensuite, nous sommes juste une famille, tous les trois vivant dans votre attique comme si rien n'était faux. Nous y pourrions déménager dans cette maison que je vous ai montrée, vous donner plus d'indépendance. Ou je pourrais prendre Emma et aller en Bretagne, rester avec mes parents, les laisser m'aider à me reconstruire. L'expression de Pierre ne change pas, mais je le sens se tendre à côté de moi. Serez-vous heureuse là-bas? Je ne sais pas si je peux être heureuse n'importe où en ce moment. Alors ne décidez pas encore. Laissez-vous guérir. Laissez Emma devenir plus forte. Laissez le temps passer, les réponses seront plus claires. Et si la réponse est ce que je ne veux pas de vous dans nos vies, alors je le respecte et je me montre quand même pour Emma parce que c'est ma fille, mais je vous donne l'espace dont vous avez besoin. La générosité de cette offre me semble suspecte. Tout me semble suspect maintenant. Chaque geste de gentillesse vient avec le potentiel de future cruauté. Chaque promesse est un piège. C'est ce que Julien m'avait fait. Il m'avait volé ma capacité à faire confiance librement. Je suis fatigué, dis-je. Je veux retourner à l'attique et dormir. D'accord, allons-y. À l'attique, je prends mes médicaments, analgésiques, antibiotiques, un antidépresseur à faible dose prescrit par mon médecin et m'effondre dans le lit de la chambre d'amis. Je dors 12 heures. À mon réveil, Pierre est parti au bureau. Il y a une note sur ma table de chevet. Crise commerciale à gérer. Retour en soirée. Maria a laissé le déjeuner dans la cuisine. L'infirmière de nuit sera là à 17 heures. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pierre. Je froisse la note. C'était comme ça que ça allait marcher. Pierre pourvoyant. Pierre gérant. Pierre en contrôle même quand il prétendait prendre du recul. Je me douche, m'habille, me déplace lentement dans l'attique, mon incision encore douloureuse mais en voie de guérison. Sur son bureau, dans le bureau qu'il avait dit être le sien, mais que j'étais invité à utiliser, je trouve un dossier. Évaluation de la garde et de la sécurité.
Je l'ouvre bien que je sache que je ne devrais pas. Le dossier contient des informations détaillées sur l'état mental actuel de Julien, des recommandations de thérapie, des évaluations des risques, une enquête approfondie sur sa famille, son historique de dette, ses multiples affaires qu'il m'avait cachées. Et sur la dernière page, une proposition d'amélioration de la sécurité. Capteur de mouvement dans les fenêtres, caméra de sécurité 24 heures 24, bouton d'alarme dans chaque pièce. Je me sens mal. Pierre ne me protège pas de Julien. Il construit une prison, me met en sécurité en me rendant prisonnière. Quand il rentre ce soir-là, je l'affronte immédiatement. Vous avez ouvert mon dossier. Il n'a pas l'air en colère, juste résigné. Vous construisiez une prison. Je construisais la sécurité. C'est la même chose. Ma voix tremble. Des caméras dans chaque pièce. Des boutons d'alarme. C'est exactement ce que Julien a fait. C'est du contrôle enveloppé dans le langage de la protection. Ce n'est pas pareil, n'est-ce pas? Vous décidez ce dont j'ai besoin. Vous arrangez ma vie. Vous contrôlez où je vis, qui je vois. Vous êtes juste plus gentil que Julien. Pierre s'assoit lourdement. Vous avez raison, j'ai dépassé les limites. Son accord rapide me met plus en colère qu'une dispute ne l'aurait fait. Pourquoi avez-vous ouvert ce dossier? Parce que j'avais peur. Parce que Julien a proféré des menaces. Parce que je voulais vous protéger et la seule façon que je connaissais était par le contrôle. Il me regarde dans les yeux. Je vous faisais ce qu'il vous a fait et je me déteste pour ça. Ne vous excusez pas, ne le faites juste plus. Je le ferai pourtant, probablement. Quand j'ai peur ou que je suis dépassé, mon instinct est de contrôler. L'honnêteté de Pierre est brutale. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Quelque chose sur lequel je vais travailler en thérapie. Oui, j'ai déjà appelé quelqu'un. Le premier rendez-vous est demain. J'aurais voulu crier ma rage, lui dire que la thérapie ne répare pas les dommages fondamentaux, que les bonnes intentions n'effacent pas le mal. Au lieu de cela, je suis juste allé me coucher. Et pour la première fois depuis mon arrivée à l'attique, j'ai fermé à clé la porte de ma chambre. Emma est rentrée à la maison un jeudi. Je suis assise à l'arrière de la voiture de Pierre, le siège auto pour bébé fixé à côté de moi. Emma est si petite que les sangles lui vont à peine, même au réglage le plus serré. Elle pèse maintenant 2 kilos, toujours techniquement prématurée, mais en bonne santé, forte, une battante. Les infirmières avaient utilisé ce mot si souvent qu'il était devenu l'identité d'Emma. Elle rentre vraiment à la maison, je murmure, n'y croyant pas tout à fait. Pierre jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Il faisait ça plus souvent, me surveillant, ne demandant pas si j'allais bien, mais me laissant l'espace d'exprimer mes propres besoins. Elle le fait vraiment. La chambre de bébé de l'attique avait été terminée des semaines auparavant. Mur jaune pâle, mon choix, pas celui de Pierre. Meubles blancs, pratiques, pas prétentieux. Chaque élément de sécurité que les infirmières de néonatologie avaient recommandé. Une infirmière de nuit resterait la première semaine, bien que Pierre ait déjà insisté pour être celui qui s'occuperait de la majeure partie des soins. Vous n'avez pas besoin de prendre des congés, avais-je dit. Je veux, avait-il répondu. Ça compte plus. C'était une petite chose, mais c'était différent de la façon dont il avait géré ma convalescence. Cette fois, je demandais la permission au lieu d'être informé de ce qui se passait. L'attique semblait différent maintenant, moins comme un décor de théâtre et plus comme une maison. Mes livres étaient sur les étagères à côté de ceux de Pierre, ma vieille couverture moche de fac drapée sur le canapé à côté de ses meubles de designer. Preuve que deux personnes aux vies différentes apprenaient à les fusionner. Maria, la gouvernante, avait préparé les repas de la semaine, de la vraie nourriture saine que je pouvais manger, pas des traiteurs sophistiqués. Elle avait appris mes préférences en les demandant, pas en les supposant. De petites choses, mais elle construisait quelque chose. Emma se réveille toutes les 2 heures cette première nuit, mange, est changée, est apaisée. L'infirmière de nuit aide,
mais je refuse de dormir. Je ne peux pas baisser ma garde. Pas encore. Le traumatisme de l'urgence vit toujours dans mon système nerveux. À 3 heures du matin, pendant le 4e biberon d'Emma, mes yeux commencent à se fermer à mi-succion. Pierre apparaît dans l'embrasure de la chambre de bébé avec 2 tasses de thé. Vous allez vous endormir en la tenant. Je ne peux pas dormir. Et si? Et si quoi? Le moniteur s'arrête. Elle oublie comment respirer. Le traumatisme de votre urgence fait que la catastrophe semble être une garantie. La voix de Pierre est douce mais directe. Je suis en thérapie depuis 6 mois maintenant. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que j'utilise le contrôle pour gérer la peur. Vous faites la même chose en ce moment. Vous utilisez la vigilance pour vous sentir en sécurité. C'était vrai, douloureusement vrai. Je ne peux pas éteindre mon cerveau. J'admets. Alors laissez-moi l'éteindre pour vous, juste pour quelques heures. Dormez dans notre chambre. Je surveillerai Emma. L'infirmière sera là. Rien de grave n'arrivera. J'aurais voulu argumenter. Le besoin de protéger Emma est primal. Au lieu de cela, je lui passe ma fille, regarde Pierre s'installer dans le fauteuil à bascule avec une compétence surprenante. Il avait suivi des cours de parentalité, lu des livres, se préparant à cela comme si cela importait plus que toute affaire commerciale. « Allez, dit-il, je vous réveille si quelque chose change. » Je me réveille 6 heures plus tard. La panique monte. Pourquoi Emma ne s'était-elle pas réveillée pour manger? Jusqu'à ce que je réalise que Pierre lui avait donné au biberon le lait maternel, que j'avais exprimé des bouteilles de stockage. Il est dans la cuisine quand je le trouve. Emma dans un transat à côté de lui pendant qu'il prépare le petit déjeuner. Elle a été parfaite, dit-il avant que je ne puisse demander. Nourrie à 4 heures et 6 heures, changée les 2 fois, et gazouillée devant la lumière de la cuisine pendant les 20 dernières minutes. Votre fille a des opinions sur la décoration. La légèreté dans sa voix aide quelque chose dans ma poitrine à se relâcher. Mais la première semaine est quand même difficile. Non pas parce qu'Emma est difficile. Emma est facile, elle dort bien, mange avec enthousiasme, contente d'exister dans le monde. La difficulté est que j'apprends à exister aux côtés de quelqu'un d'autre, à partager la parentalité, à apprendre que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Au 8e jour, le détective Rivera appelle pour les informations sur le procès. La date du procès de Julien est fixée dans 4 mois. Le procureur veut vous rencontrer. Nous avons besoin que votre témoignage soit préparé. Après l'appel, je m'assois dans la chambre de bébé. Emma fait la sieste. Le moniteur indique une respiration stable. Pierre me trouve là. Il ne demande pas immédiatement ce qui ne va pas. Il a appris à attendre. Le procès de Julien a lieu. Dans 4 mois, je dois témoigner. Je vois ses épaules se tendre. Vous n'avez rien à faire. Vous n'êtes pas prête pour... Je veux. Ma voix est ferme. Je veux qu'il soit puni. Pas pour moi, pour Emma, pour toutes les autres femmes qu'il a pu blesser. D'accord. Alors nous nous préparons ensemble. Je serai là tous les jours. Pierre, vous n'avez pas besoin de... Je sais que je n'ai pas besoin. Je veux. Il s'assoit à côté de moi. C'est la différence maintenant. Je choisis d'être là, non pas parce que je me sens obligé, mais parce que je veux vous soutenir. C'était une distinction qui importait. Mes parents arrivent 2 semaines après le retour d'Emma. Mon père entre dans l'attique et ne dit rien du luxe. Au lieu de cela, il demande à tenir Emma, la tient comme si elle était précieuse. La chose la plus importante dans la pièce. Ma mère me tire dans la cuisine pendant que les hommes font connaissance. « Comment vas-tu vraiment ?» demande ma mère. Je survis, je guéris, j'apprends à faire confiance à nouveau. « Tu l'aimes ?» La question ne me surprend pas. Ma mère ne tournait jamais autour des sujets difficiles. Je crois que oui. Oui. Je ne sais pas si c'est réel ou si c'est le syndrome de Stockholm ou un lien traumatique ou si c'est un amour réel qui a commencé dans des circonstances horribles, mais qui a grandi en quelque chose de sincère. Ma mère prend mes mains. « Marie, tu as traversé quelque chose de terrible. Cela ne va pas changer. Mais je regarde Pierre avec toi,
avec Emma et je vois un homme qui essaie vraiment. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Et s'il me déçoit, alors il le fait, et tu survis. Tu es doué pour survivre. Ma mère sourit tristement. Mais tu es aussi doué pour vivre. Ne passe pas trop de temps à te protéger au point d'oublier comment être vraiment vivante. Un mois après le retour d'Emma à la maison, je me réveille au son de pleurs. Pas ceux d'Emma, plus profonds. Le son d'un homme adulte essayant d'étouffer son émotion. Je me précipite à la chambre de bébé. Pierre est assis dans le fauteuil à bascule, Emma contre sa poitrine, les larmes coulant sur son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'Emma va bien? La panique monte immédiatement. Elle est parfaite. Elle a souri. Sa voix s'est brisée. Son premier vrai sourire. Il regarde Emma avec un amour si féroce. Ça ouvre quelque chose dans ma poitrine. Je l'aime tellement. Comment est-ce possible? Je la connais depuis moins de 6 semaines. Je comprends ce genre d'amour. Je l'avais ressenti au moment où j'avais vu le visage d'Emma. C'est tout à fait normal, dis-je doucement. Il me regarde alors, vraiment me regarde. Et vous, demande-t-il, que ressentez-vous pour moi? La question mérite l'honnêteté. Je suis en train de tomber amoureuse de vous. J'admets contre mon meilleur jugement et mes instincts de survie. Mais ça arrive et ça me terrifie parce que, et si vous changez? Et si la bonne version de vous n'est qu'une performance? Je pourrais changer. Les gens le font. Je ne suis pas parfait. Pierre pose Emma dans son berceau avec précaution, prend mes mains. Mais je peux vous promettre que je suis conscient de mes schémas maintenant. Je sais que j'utilise le contrôle pour gérer la peur. Je sais que j'essaie de faire mes preuves par des actions plutôt que par des mots. Et je sais que si jamais je recommence à glisser dans ces anciens schémas, je me rattraperai parce que vous comptez trop pour ne pas le faire. Il m'embrasse alors prudemment, demandant la permission à chaque mouvement. Je l'embrasse en retour, me laisse ressentir la possibilité de cela, me laisse croire que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être réel. 3 mois plus tard, le procès de Julien se termine. Je témoigne pendant 2 jours. Fais face à Julien de l'autre côté de la salle d'audience, raconte mon histoire sans faiblir. La raconte parce qu'Emma mérite une mère qui dit la vérité même quand ça fait mal. Le jury délibère pendant 6 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Fraude, administration de drogue avec intention, proxénétisme, 8 ans de prison. Julien me regarde alors qu'il est emmené. La haine dans ses yeux est absolue. Mais je ne ressens rien d'autre que du soulagement. 6 mois après le retour d'Emma à la maison, je déménage de la chambre d'amis à la chambre de Pierre. C'est une décision pratique au début. Les repas de nuit sont plus faciles si nous partageons un espace. Emma se réveille et l'un de nous peut s'en occuper sans naviguer dans les couloirs. Mais c'est devenu plus que pratique. Un matin, je me réveille et trouve Pierre endormi à côté de moi. Emma dans le berceau entre nous, la lumière du soleil entrant par les fenêtres, le miracle ordinaire d'une famille dormant paisiblement ensemble. Je réalise à ce moment-là que je suis heureuse, vraiment, sincèrement heureuse. Pas contente de survivre, pas reconnaissante pour la sécurité, heureuse. 1 an après l'urgence, nous nous marions. Pas un grand événement, juste la famille, le juge à la mairie, mes parents, le meilleur ami de Pierre, Emma en demoiselle d'honneur dans une minuscule robe blanche, plus intéressée à manger les fleurs qu'à les porter. Je porte une simple robe blanche, pas de voile, pas de prétention, juste moi-même. Les vœux de Pierre sont longs. Il parle du moment où il a défoncé ma porte, de la femme qu'il a vue se battre pour sa vie, du premier sourire d'Emma, d'apprendre à être meilleur par la thérapie, l'intention et l'amour. « Je ne vous mérite pas, dit-il directement, mais je vais passer le reste de ma vie à prouver que je suis digne d'essayer. Mes vœux sont plus courts. Vous vous êtes présenté quand j'avais le plus besoin de vous. Vous êtes resté quand partir aurait été plus facile. Vous m'avez aimé, moi et Emma, quand nous étions brisés. Vous êtes le partenaire dont je ne savais pas que j'avais besoin.
Je vous choisis aujourd'hui et toujours. Emma bat ses petites mains. 2 ans après le mauvais numéro, je suis assise dans la chambre de bébé. Emma a 3 ans maintenant, en bonne santé, heureuse, parlant constamment, appelant Pierre papa et faisant fondre son cœur quotidiennement. L'attique s'est progressivement transformée en quelque chose de vraiment habité. Les jouets d'Emma partout, mes fournitures d'or sur une table, les documents de travail de Pierre sur une autre, un espace qui nous appartient à tous. Mon téléphone vibre. Pierre, réunion client qui traîne. Ne serait pas à la maison avant 18 heures. Ça va? Je souris. Il demande toujours. Après 3 ans de mariage, 2 ans de paternité, il vérifie toujours au lieu de simplement organiser ma vie. Pierre, tout va bien. Prenez votre temps. Emma et moi préparons le dîner. Pierre, mes 2 personnes préférées qui préparent à manger. Meilleur jour de ma vie. Je regarde Emma. Ma fille dessine à la petite table. Des gribouillis violets qui signifient quelque chose pour elle, même si personne d'autre ne peut les lire. Je pense à la nuit qui a commencé tout ça. Le sang, la panique, le mauvais numéro. Combien de fois avais-je maudit cette erreur? Combien de nuits avais-je rejoué ce message, souhaitant avoir regardé plus attentivement? Maintenant, je regarde le visage d'Emma, ses yeux sombres qui appartiennent à ta Pierre, la force dans ses petites mains, et je comprends. Parfois, les pires moments mènent aux meilleurs miracles. Parfois, défoncer une porte est exactement à quoi ressemble l'amour. Parfois, le mauvais numéro est le destin qui corrige sa trajectoire. Emma lève les yeux de son dessin, sourit à sa mère. Maman, papa rentre bientôt. Bientôt, mon cœur, bientôt. Et j'attends l'homme qui m'a sauvé, qui est resté, qui a appris à m'aimer non pas comme un projet, mais comme une personne, qui m'a choisi chaque jour pendant 3 ans. Et aujourd'hui, je n'en sais rien. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur. Probablement les deux. C'est la vie, non? Rien n'est évident. Rien n'est parfait. Mais c'est la